La détonation continue de vibrer dans la mémoire de Dimitri comme une onde persistante qui refuse de s'éteindre, et même maintenant, alors qu'il tente de garder les yeux ouverts malgré la brûlure qui irradie dans sa chair, il revoit avec une netteté troublante la silhouette de Jeanne, droite, tendue, l'arme levée avec une détermination froide qui ne laissait aucune place au doute. Il n'y avait ni panique ni hésitation dans son geste, seulement la volonté brutale de faire feu, et lorsque la balle l'a atteint, la douleur s'est imposée comme une explosion intérieure, violente et immédiate, lui coupant presque la respiration. La brûlure s'est propagée en un éclair, fulgurante, comme si son propre corps s'était retourné contre lui, et durant une fraction de seconde il a cru que ses jambes allaient céder sous son poids, que la fuite deviendrait impossible. Pourtant, dans cet instant suspendu entre la stupeur et la panique, l'instinct de survie a pris le dessus et l'a forcé à agir sans réfléchir, à se jeter dans sa voiture malgré la souffrance, à tourner la clé avec des doigts tremblants tandis que d'autres tirs claquaient derrière lui, frappant la carrosserie comme des rappels insistants que la mort n'était pas loin. Jeanne ne s'était pas contentée d'un coup de feu isolé, elle avait continué, comme si la rage qui l'habitait exigeait une certitude absolue, et cette insistance a laissé en Dimitri une trace plus profonde encore que la blessure elle-même, car elle signifiait que ce qui venait de se produire n'était pas un accident, mais un affrontement dont les conséquences allaient dépasser largement la douleur physique. Lorsqu'il s'allonge à présent sur la table improvisée dans le cabinet discret de Claire, la pièce lui semble étrangement silencieuse, presque irréelle après la violence des événements, et il serre les dents avec une intensité presque animale tandis qu'elle examine la plaie sans un mot inutile. Son regard professionnel glisse sur la blessure avec concentration, mais derrière la maîtrise de ses gestes se devine une inquiétude retenue, une conscience aiguë du fait que ce qu'elle est en train de faire dépasse le simple cadre médical. Dimitri a évoqué un accident de chasse pour justifier la balle logée dans sa chair, prétextant une imprudence qui aurait mal tourné, mais l'explication sonne creux, même à ses propres oreilles, et Claire ne répond pas immédiatement, préférant l'observer quelques secondes comme si elle cherchait à mesurer la part de vérité dans cette version fragile. Elle ne le confronte pas encore, mais le silence qu'elle laisse planer agit comme un miroir impitoyable. La plaie est profonde, et l'extraction de la balle exige précision et sang-froid. Chaque mouvement de la pince arrache à Dimitri une vague de douleur qu'il tente de contenir en contractant les mâchoires, tandis que la sueur perle sur son front et que son souffle se fait irrégulier. Claire agit avec méthode, comme elle l'a fait tant de fois face à des blessures graves, mais cette fois le contexte rend chaque geste plus lourd, car elle sait que cette intervention clandestine pourrait l'exposer si la vérité venait à éclater. Lorsque la balle finit par céder et tombe dans la coupelle métallique, le petit objet paraît insignifiant et pourtant chargé d'une menace silencieuse, car il constitue une preuve tangible d'un tir réel, d'une violence que personne ne pourra effacer d'un simple mensonge. Claire désinfecte, recoue avec une fermeté irréprochable, applique le pansement et recommande à Dimitri de la recontacter pour le suivi, formulant cette consigne sur un ton professionnel qui masque mal la gravité implicite de la situation. Pendant ce temps, l'intervention de la police chez les Beaulieu transforme l'atmosphère de la rue en un théâtre d'apparence où chacun joue son rôle avec plus ou moins d'assurance. Jeanne et Henri affirment avoir entendu des pétards, minimisant les détonations et tentant de banaliser l'incident, mais Thierry Valois, en observateur attentif, perçoit immédiatement l'incohérence dans leurs propos. Le volet extérieur porte des traces évidentes de forçage, le bois éclaté contredit l'histoire des clés oubliées, et la nervosité qui affleure dans les regards renforce l'impression que quelque chose d'essentiel leur échappe. Thierry ne se contente pas d'écouter, il observe les silences, les hésitations, les micro-expressions qui trahissent davantage que les mots, et son instinct de policier le pousse à considérer que le récit qu'on lui sert est trop lisse pour être crédible. Il s'éloigne quelques instants pour examiner les alentours, conscient que la vérité se cache souvent dans les détails négligés. À l'hôpital, une autre forme de tension se déploie autour de Clémence, confrontée à une décision administrative qui exige une réduction immédiate des coûts dans chaque service. La directive de diminuer les dépenses de 5% semble froide et abstraite sur le papier, mais pour elle signifie des équipes sous pression, des plannings impossibles à tenir, des choix humains transformés en calculs budgétaires. La douleur persistante dans son dos, qu'elle tente d'ignorer depuis des semaines, s'intensifie sous le poids de cette responsabilité, et lorsqu'elle décide de prendre un nouvel antidouleur plus fort, le geste révèle une fragilité qu'elle refuse d'admettre à voix haute. Dans un registre plus feutré mais tout aussi chargé de tension, Nicolas Fourneau choisit de se rendre seul à l'interview d'Elisabeth Bastide, préférant contrôler chaque paramètre de cette rencontre qui dépasse le simple cadre journalistique. Face à elle, il adopte une posture subtilement attentive, offrant un recueil original de Paul Éluard dont il lit quelques vers avec une émotion maîtrisée,
et le silence qui suit crée une proximité inattendue. Elisabeth, touchée malgré elle, laisse échapper une phrase sur l'admiration et la déception qui résonne comme une confession voilée, et l'invitation à son apéritif dînatoire, acceptée sans que l'épouse de Nicolas ne soit présente, introduit une nuance nouvelle dans leurs échanges. Lorsqu'Alain surprend Elisabeth plongée dans la lecture du recueil, une pointe de jalousie traverse son regard, signe que l'équilibre sentimental autour d'elle pourrait être plus fragile qu'il n'y paraît. Pendant que ces tensions personnelles s'installent, Thierry Valois retourne sur les lieux avec la conviction qu'il a laissé passer un élément crucial, et son inspection plus minutieuse finit par révéler des traces sombres presque imperceptibles sur le sol. En s'accroupissant pour les examiner de près, il identifie ce qui ressemble à du sang, une découverte qui transforme son intuition en certitude et l'incite à contacter Hugo pour une analyse. À cet instant précis, l'étau commence réellement à se resserrer, car si ces traces confirment la présence d'un blessé, le récit des Beaulieu s'effondrera et la chasse à l'homme prendra une nouvelle dimension. Ainsi, tandis que la balle extraite repose encore dans une coupelle métallique au cabinet de Claire, la mécanique implacable de l'enquête se met en marche, rapprochant inexorablement deux trajectoires qui, tôt ou tard, finiront par se croiser. La douleur ne quitte pas Dimitri lorsqu'il quitte le cabinet de Claire, elle s'installe en lui comme une présence sourde et insistante qui lui rappelle à chaque pas la fragilité de sa situation, et tandis qu'il rejoint sa voiture en boitant légèrement, il comprend que la blessure physique n'est que la partie visible d'un engrenage bien plus dangereux qui commence à se refermer. Chaque mouvement lui arrache une grimace qu'il tente de dissimuler, car il sait qu'à partir de maintenant le moindre signe de faiblesse pourrait attirer l'attention. La nuit semble plus lourde que d'habitude lorsqu'il rejoint José pour lui remettre les appareils photo anciens, ces objets soigneusement récupérés et destinés à être écoulés rapidement contre de l'argent liquide. Le sac posé sur la table contient la preuve d'un larcin parfaitement exécuté en apparence, et Dimitri s'efforce d'adopter une attitude détendue, presque banale, comme si rien d'inhabituel ne s'était produit quelques heures plus tôt. Pourtant, son pas irrégulier ne passe pas inaperçu et José, habitué à lire entre les lignes des silences, remarque immédiatement la tension dissimulée derrière l'assurance affichée. Lorsque Dimitri finit par admettre qu'il a reçu une balle, il minimise l'événement, cherchant à en réduire la gravité pour ne pas éveiller davantage de soupçons, mais l'aveu change subtilement la dynamique entre les deux hommes, car une blessure par arme à feu n'est jamais un détail anodin. José comprend que la situation dépasse le simple vol d'objets anciens et que l'intervention de la police n'est peut-être qu'une question de temps, ce qui introduit une méfiance nouvelle dans son regard, une prudence calculée qui pourrait bien influencer ses décisions futures. Pendant que Dimitri tente de garder le contrôle, Thierry Valois, de son côté, ressent une forme d'inconfort intellectuel qui ne le quitte pas depuis l'interrogatoire des Beaulieu, et cette sensation persistante le pousse à reconstituer mentalement chaque élément de la scène, chaque mot prononcé, chaque détail matériel observé. Il repense au volet forcé, au regard fuyant, à la synchronisation maladroite des explications, et plus il analyse, plus l'hypothèse des simples pétards lui semble absurde. Les traces de sang découvertes sur le sol deviennent alors la pièce centrale du puzzle, car elles transforment une intuition en piste concrète, et lorsqu'il contacte Hugo pour demander une analyse approfondie, il ne s'agit plus d'un simple doute mais d'une conviction qui se consolide. Thierry sait que si le sang correspond à celui d'un individu identifié, le mensonge des Beaulieu s'effondrera comme un château de cartes et ouvrira la voie à une enquête plus large, susceptible de révéler des ramifications inattendues. Cette détermination tranquille, presque méthodique, contraste avec l'agitation intérieure qui gagne Claire lorsqu'elle se retrouve seule dans son cabinet après le départ de Dimitri. Le silence lui paraît plus pesant que d'ordinaire, et son regard se pose involontairement sur la coupelle où reposait la balle, comme si cet objet avait laissé une empreinte invisible dans la pièce. Elle mesure pleinement le risque qu'elle vient de prendre en soignant un homme blessé par arme à feu sans prévenir les autorités, et même si son geste était dicté par un réflexe humanitaire, elle sait que la justice ne fera pas nécessairement la distinction entre compassion et complicité. Le souvenir de ses propres démêlés judiciaires récents, encore frais dans sa mémoire, ravive une inquiétude qu'elle tente de contenir, car elle ne peut se permettre un nouveau scandale, ni pour elle-même ni pour son entourage. Elle se persuade que Dimitri saura rester discret, que l'histoire de l'accident de chasse ne sera jamais vérifiée, mais au fond d'elle une voix plus lucide lui rappelle que les mensonges finissent toujours par se fissurer. À l'hôpital, la pression qui pèse sur Clémence s'intensifie au fil des heures, et la décision de réduire les coûts agit comme un révélateur brutal des failles structurelles du service. Elle passe en revue les plannings, tente d'imaginer des ajustements, calcule des économies possibles sans sacrifier la qualité des soins, mais chaque solution envisagée semble entraîner une conséquence humaine difficilement acceptable.
La fatigue accumulée alourdit ses gestes, et la douleur dans son dos, loin de s'atténuer, s'installe avec une persistance inquiétante qui la pousse à augmenter la dose d'antalgique, geste qui marque un glissement discret vers une dépendance potentielle. Dans un autre registre, la relation naissante entre Nicolas Fourneau et Elisabeth Bastide continue de se teinter d'une ambiguïté subtile qui échappe peut-être à leurs entourages mais qui s'inscrit déjà dans leur regard. Le livre de Paul Éluard offert par Nicolas agit comme un pont inattendu entre le monde rationnel des affaires et celui, plus intime, des émotions enfouies, et lorsqu'Elisabeth relit les vers dans le calme de son salon, elle laisse transparaître une sensibilité qu'elle expose rarement. L'invitation à l'apéritif dînatoire devient ainsi un terrain propice à un rapprochement progressif, d'autant plus que l'absence annoncée de l'épouse de Nicolas crée un espace symbolique où les barrières habituelles semblent s'assouplir. Alain, en observant cette scène, ressent une jalousie diffuse qu'il ne verbalise pas mais qui modifie imperceptiblement son attitude, car il comprend que la complicité intellectuelle entre Elisabeth et le journaliste pourrait évoluer vers une proximité plus dérangeante. Ce frémissement sentimental, encore discret, introduit une tension nouvelle dans un équilibre qui paraissait stable. Pendant ce temps, Thierry partage ses soupçons avec Baker, expliquant que le témoignage des Beaulieu sonne faux et que les traces de sang constituent un élément troublant qui mérite d'être approfondi. Baker écoute avec attention, conscient que l'instinct de Thierry est rarement infondé, et l'encourage à poursuivre ses vérifications, renforçant ainsi la légitimité d'une enquête qui pourrait bientôt dépasser le cadre d'un simple incident domestique. Ainsi, les trajectoires de chacun commencent à converger vers un point de rupture encore invisible mais déjà inévitable, car entre la blessure de Dimitri, l'analyse du sang en cours, la fragilité de Claire face aux risques juridiques, la pression croissante à l'hôpital et les tensions sentimentales autour d'Elisabeth, l'épisode installe une mécanique précise où chaque décision, chaque silence, chaque mensonge contribue à resserrer un étau dont nul ne mesure encore pleinement la force. Le temps ne ralentit jamais réellement, mais pour Dimitri, chaque heure qui suit semble s'étirer avec une lenteur oppressante, comme si la blessure avait modifié sa perception même du monde. La douleur, désormais contenue sous le pansement appliqué par Claire, reste vive, pulsatile, et à chaque battement de son cœur elle lui rappelle qu'il est devenu vulnérable. Ce qui l'inquiète davantage pourtant, ce n'est pas tant la souffrance physique que la possibilité qu'un détail lui ait échappé, qu'une trace laissée derrière lui puisse suffire à déclencher une enquête plus large. Il tente de reconstituer mentalement sa fuite, cherchant à se convaincre qu'il n'a rien oublié, qu'aucune goutte de sang n'a marqué son passage de manière évidente, mais l'image de Jeanne tirant sans retenue revient avec insistance, et l'idée qu'elle puisse céder sous la pression d'un interrogatoire le trouble profondément. Jeanne n'est pas une professionnelle du mensonge, et si Thierry insiste, si les questions deviennent plus précises, il n'est pas certain qu'elle tiendra longtemps. Chez les Beaulieu, l'atmosphère est lourde d'un silence inhabituel. Henri tente de rationaliser la situation, répétant que leur version tient la route, que personne ne peut prouver le contraire, mais Jeanne, elle, sent la faille. Elle revoit le regard de Thierry, cette façon qu'il a d'observer sans paraître insister, de laisser planer un doute qui finit par fragiliser les certitudes les plus solides. Plus elle y pense, plus elle comprend que l'affaire ne s'arrêtera pas à un simple rapport classé sans suite. Thierry, de son côté, attend les résultats d'analyse avec une patience maîtrisée, mais son esprit continue d'explorer toutes les hypothèses possibles. Il sait que les traces de sang peuvent révéler bien plus qu'une simple présence blessée. Elles peuvent établir un lien, une identité, une trajectoire. Il imagine déjà le scénario d'un homme atteint par balle ayant quitté précipitamment les lieux, cherchant un refuge discret pour être soigné. Ce schéma, cohérent et presque évident, l'amène à envisager la possibilité qu'un médecin ou un infirmier ait été sollicité dans l'ombre. Cette intuition le pousse à élargir son champ de réflexion, car il connaît suffisamment la ville pour savoir que certains professionnels de santé pourraient être tentés d'aider par compassion ou par loyauté personnelle. L'idée ne repose encore sur aucun élément concret, mais elle s'inscrit dans la logique d'une fuite organisée dans l'urgence. Pendant ce temps, Claire tente de reprendre le cours normal de sa journée, mais son esprit revient sans cesse à l'intervention clandestine qu'elle a pratiquée. Chaque patient qu'elle examine, chaque dossier qu'elle consulte semble lui rappeler la ligne invisible qu'elle vient de franchir. Elle ne regrette pas d'avoir soigné un homme blessé, car son éthique professionnelle reste intacte, mais elle mesure le risque d'être associée à une affaire criminelle si la police établit un lien entre la blessure et l'enquête en cours. Elle se surprend à vérifier mentalement les détails de son geste, à s'assurer qu'aucune trace compromettante n'a été laissée, qu'aucun indice matériel ne pourrait la relier à Dimitri. Cette vigilance accrue traduit une anxiété qu'elle tente de dissimuler derrière son calme habituel, car elle refuse de laisser transparaître la moindre fragilité.
À l'hôpital, Clémence traverse une autre forme de tension, plus diffuse mais tout aussi corrosive. Les réunions se succèdent, les tableaux budgétaires s'accumulent, et chaque décision semble impliquer un sacrifice. Réduire les coûts signifie inévitablement réduire les marges de sécurité, et elle sent que cette logique comptable entre en conflit avec sa conception du soin. La fatigue altère sa lucidité, et les antidouleurs qu'elle prend désormais plus régulièrement commencent à devenir un soutien silencieux, presque indispensable pour tenir le rythme imposé. Elle se persuade qu'il s'agit d'une solution temporaire, qu'elle pourra arrêter dès que la pression diminuera, mais au fond d'elle une inquiétude plus sourde s'installe, celle de dépendre progressivement d'un soulagement chimique pour continuer à fonctionner. Dans un registre plus feutré, l'évolution de la relation entre Nicolas et Elisabeth prend une dimension plus subtile encore. Lorsqu'ils se retrouvent à nouveau, leurs échanges semblent moins formels, plus chargés d'une complicité naissante. Nicolas ne cherche pas à forcer la proximité, mais son regard, son attention aux détails, son choix de mots crée un espace où Elisabeth peut se montrer autrement que sous son armure de dirigeante intransigeante. Elle, de son côté, ressent cette attention comme une forme de reconnaissance qui dépasse l'admiration superficielle, et cette sensation la trouble plus qu'elle ne veut l'admettre. La phrase qu'elle a prononcée sur l'admiration et la déception continue de résonner en elle, comme un avertissement qu'elle s'adresse à elle-même autant qu'à lui. Alain perçoit ces changements infimes dans l'attitude d'Elisabeth, et même s'il ne formule aucune accusation, son regard devient plus attentif, presque méfiant. Il comprend que le terrain affectif est en train de se modifier, et cette prise de conscience introduit une tension silencieuse entre eux. Au commissariat, l'annonce des premiers résultats d'analyse commence à se profiler, et Thierry ressent cette montée progressive vers un point de bascule. Il sait que si le sang correspond à une personne identifiée dans les fichiers, l'enquête prendra immédiatement une tournure plus concrète. Il anticipe déjà les étapes suivantes: localisation, interrogatoire, confrontation. Ainsi, tandis que chacun tente de maintenir une apparence de normalité, les lignes invisibles de l'intrigue se resserrent peu à peu, reliant la fuite de Dimitri, le mensonge des Beaulieu, l'intervention risquée de Claire et l'obstination méthodique de Thierry dans une dynamique où la vérité, encore dissimulée, commence à trouver des chemins pour émerger. L'attente des résultats d'analyse agit sur Thierry Valois comme une tension invisible mais constante, une vibration sourde qui alimente son instinct sans jamais le laisser complètement au repos. Il ne s'agit plus seulement d'un doute professionnel, mais d'une conviction intime que l'affaire des Beaulieu dissimule un événement plus grave que ce qu'ils ont admis. En repensant à l'état du volet forcé, à la rigidité presque mécanique d'Henri lorsqu'il expliquait l'histoire des clés oubliées, et au regard fermé de Jeanne, Thierry comprend que ce type de mensonge ne tient que tant qu'il n'est pas confronté à un élément matériel irréfutable. Les traces de sang deviennent alors le pivot de son raisonnement, car elles transforment une suspicion en hypothèse structurée. Si un homme a été blessé par balle, il a nécessairement cherché de l'aide. La blessure n'était pas superficielle, car la quantité observée au sol ne correspond pas à une simple égratignure. Cela signifie qu'il a saigné en quittant les lieux, probablement en urgence, et qu'il a dû être soigné quelque part. Cette idée s'impose à lui avec une logique implacable, ouvrant une piste qui dépasse désormais le cadre strict des Beaulieu. Pendant ce temps, Dimitri ressent la fragilité de sa situation avec une acuité nouvelle. La douleur, bien que maîtrisée par les soins de Claire, persiste comme un rappel permanent du danger. Il tente de marcher normalement, d'éviter toute posture qui trahirait sa blessure, mais chaque mouvement trop brusque ravive la brûlure sous le pansement. Cette limitation physique l'irrite, car elle l'empêche d'agir avec la fluidité habituelle, et il comprend que sa marge de manœuvre se réduit à mesure que les heures passent. La vente des appareils photo anciens à José lui a permis d'obtenir de l'argent liquide, ce qui constitue une sécurité temporaire, mais il perçoit désormais dans le regard de son interlocuteur une distance nouvelle, une prudence qui n'existait pas auparavant. Le simple fait d'avoir évoqué une blessure par balle a modifié l'équilibre entre eux, car José, homme pragmatique, sait qu'une affaire impliquant des tirs attire inévitablement l'attention des forces de l'ordre. Cette méfiance silencieuse pourrait devenir problématique si la pression policière augmente. Chez les Beaulieu, l'atmosphère devient presque suffocante. Jeanne tente de se convaincre qu'elle a agi pour se défendre, qu'elle n'a fait que protéger son foyer, mais l'image de Dimitri s'enfuyant malgré les tirs la hante. Elle sait que si la police découvre qu'il a été touché, leur version des pétards s'effondrera immédiatement. Henri, de son côté, adopte une posture plus rationnelle, répétant que sans témoin direct et sans aveu, l'affaire restera floue, mais cette assurance repose sur une fragile construction qui pourrait céder au moindre élément concret. Claire, quant à elle, ressent une inquiétude plus diffuse mais tout aussi persistante.
Elle continue son travail avec la rigueur habituelle, mais son esprit revient régulièrement à l'intervention clandestine. Elle s'interroge sur la trajectoire de la balle, sur la possibilité que des résidus puissent être analysés, sur le risque que Dimitri, sous pression, mentionne son nom. Elle ne se considère pas complice, car elle a agi selon sa conscience professionnelle, mais elle sait que la justice interprète parfois différemment les intentions. Cette tension intérieure la pousse à une vigilance accrue, et elle se surprend à anticiper les questions qu'un policier pourrait lui poser, à préparer mentalement des réponses qui préserveraient à la fois son intégrité et sa responsabilité. Elle n'en parle à personne, préférant porter seule le poids de cette décision, mais cette solitude accentue la pression psychologique. À l'hôpital, la situation de Clémence continue de se détériorer subtilement. Les chiffres qu'elle doit présenter à la direction imposent des choix difficiles, et chaque service semble réclamer des exceptions que le budget ne permet plus d'accorder. La fatigue altère son jugement, et les antidouleurs deviennent un soutien plus régulier qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle se persuade qu'il ne s'agit que d'une phase transitoire, mais le fait qu'elle augmente la fréquence des prises indique un glissement progressif vers une dépendance qu'elle refuse encore de nommer. Dans la sphère plus intime d'Elisabeth Bastide, la lecture du recueil de Paul Éluard agit comme un révélateur silencieux. Les vers résonnent en elle d'une manière inattendue, réveillant des émotions qu'elle tient habituellement sous contrôle. Nicolas Fourneau, par son attention mesurée et son intelligence subtile, a su créer un espace où elle se sent vue autrement que comme une dirigeante puissante. Cette reconnaissance nourrit un trouble discret, une curiosité qui dépasse le simple intérêt professionnel. Alain observe cette évolution avec une lucidité croissante. Il ne formule aucune accusation, mais il perçoit que quelque chose se transforme dans le regard d'Elisabeth lorsqu'elle évoque le journaliste. Cette perception installe une tension latente entre eux, une distance imperceptible qui pourrait s'élargir si le rapprochement se poursuit. Au commissariat, l'annonce officielle des résultats d'analyse approche, et Thierry ressent la montée d'adrénaline propre au moment où une enquête s'apprête à franchir un seuil décisif. Il sait que si le sang correspond à un profil enregistré, il disposera enfin d'un point d'ancrage solide. Ce ne sera plus une intuition ni un soupçon, mais un fait exploitable. Ainsi, dans cette mécanique où chaque personnage évolue sous une pression différente mais convergente, l'épisode installe un réseau de tensions croisées. La blessure de Dimitri qui le fragilise, l'obstination méthodique de Thierry qui le rapproche de la vérité, l'angoisse silencieuse de Claire face au risque juridique, la fragilité physique et morale de Clémence, et le glissement émotionnel d'Elisabeth vers une zone plus incertaine. Tout s'avance sans le savoir vers un point de collision où les mensonges, les désirs et les responsabilités pourraient se heurter avec une violence inattendue. L'instant où les résultats d'analyse tombent marque un basculement silencieux mais décisif dans l'enquête menée par Thierry Valois, car la confirmation que le sang retrouvé chez les Beaulieu appartient bien à un homme identifié transforme une intuition en certitude opérationnelle. Il ne s'agit plus d'un simple doute sur la véracité d'un témoignage, mais d'un élément factuel qui exige des suites immédiates. Le blessé existe, il a saigné sur les lieux, et il n'a pas été déclaré officiellement comme victime d'un accident domestique ou d'un incident signalé aux autorités. Cette information impose un nouveau cadre à l'affaire, et Thierry ressent cette montée d'adrénaline particulière qui accompagne les moments où une enquête commence à se structurer autour d'un nom. Il sait que le profil correspondant permettra d'établir des déplacements récents, des appels téléphoniques, des relations potentielles, et chaque piste devient une porte susceptible d'ouvrir sur une réalité plus vaste que celle initialement envisagée. Chez les Beaulieu, l'équilibre déjà fragile se fissure davantage lorsqu'ils apprennent que la police poursuit ses vérifications. Jeanne tente de maintenir une façade de fermeté, mais la peur d'être confrontée à une preuve matérielle l'empêche de trouver le repos. Elle se remémore le moment précis où elle a appuyé sur la détente, persuadée d'agir pour protéger son foyer, et cette conviction commence à vaciller face à la possibilité d'avoir déclenché une chaîne d'événements qu'elle ne maîtrise plus. Henri, de son côté, adopte une posture plus pragmatique, cherchant à rationaliser la situation, mais son assurance masque mal l'inquiétude qui le gagne. Dimitri, sans connaître encore l'ampleur des avancées policières, ressent instinctivement que le temps joue contre lui. Il évite les déplacements inutiles, limite ses contacts, et tente de conserver une routine crédible malgré la douleur persistante. Le pansement appliqué par Claire doit être changé prochainement, et cette perspective l'oblige à envisager un nouveau rendez-vous discret, ce qui augmente le risque d'exposition. Il comprend que chaque interaction peut devenir un maillon faible si la police commence à remonter les fils. La relation avec José, déjà teintée de méfiance, devient plus distante encore, car l'argent reçu ne suffit pas à dissiper le soupçon que Dimitri traîne désormais derrière lui une affaire plus lourde qu'un simple trafic d'objets anciens.
José observe, évalue, et se prépare mentalement à prendre ses distances si la situation se complique, révélant ainsi la fragilité des alliances construites sur l'intérêt. Claire, quant à elle, perçoit un changement imperceptible dans l'atmosphère environnante, comme si une menace invisible se rapprochait progressivement. Elle suit les actualités locales avec une attention accrue, redoutant qu'un fait divers mentionne une blessure par balle non déclarée. Elle se remémore le geste précis de l'extraction, la trajectoire du projectile, et s'interroge sur la possibilité que la police identifie l'arme utilisée, ce qui pourrait indirectement la rapprocher de l'enquête si Dimitri venait à être localisé. Cette tension intérieure ne l'empêche pas de continuer à exercer son métier avec rigueur, mais elle altère son calme habituel, car elle sait que son nom a déjà été associé à des affaires complexes par le passé, et qu'un nouveau soupçon pourrait raviver d'anciennes polémiques. Elle se trouve dans une zone grise où l'éthique médicale entre en collision avec la prudence juridique, et cette dualité la place dans une posture instable. À l'hôpital, Clémence traverse une journée particulièrement éprouvante, marquée par des discussions tendues avec des responsables de service qui contestent les coupes budgétaires imposées. Chaque argument qu'elle avance se heurte à la réalité des besoins médicaux, et elle ressent la solitude de celle qui doit porter une décision impopulaire au nom d'une rationalité financière. La douleur dans son dos s'intensifie au fil des heures, et l'usage répété d'antalgiques devient presque automatique, geste mécanique qui dissimule une inquiétude plus profonde quant à sa propre résistance. Dans la sphère privée d'Elisabeth Bastide, le rapprochement avec Nicolas Fourneau se poursuit à travers des échanges où l'intellect et la sensibilité se mêlent subtilement. Le recueil de poésie offert agit comme un fil conducteur entre leurs conversations, et Elisabeth se surprend à évoquer des souvenirs plus personnels, révélant une facette d'elle-même rarement exposée. Cette ouverture progressive crée un espace émotionnel nouveau, dont elle mesure pourtant les risques, consciente que toute proximité mal interprétée pourrait fragiliser son image et sa relation avec Alain. Alain, de son côté, observe avec une attention accrue les signes de cette évolution, et même s'il ne confronte pas directement Elisabeth, il adopte une réserve qui traduit une inquiétude naissante. Il comprend que la jalousie, même diffuse, peut devenir un facteur déstabilisant, et cette tension latente ajoute une dimension supplémentaire aux fragilités déjà présentes. Au commissariat, Thierry prépare la suite de son enquête avec méthode, conscient que l'identification du blessé ne constitue qu'une étape intermédiaire. Il envisage déjà une confrontation avec les Beaulieu, persuadé que la présentation d'une preuve scientifique les obligera à réviser leur version des faits. Cette perspective annonce un face-à-face où le mensonge initial pourrait céder sous la pression, révélant non seulement l'existence d'un tir réel, mais aussi l'identité de celui qui en a été la cible. Ainsi, l'édifice narratif se resserre davantage, reliant la progression implacable de l'enquête à la fragilité croissante des personnages impliqués, et installant une dynamique où chaque silence, chaque omission et chaque choix stratégique contribuent à rapprocher l'ensemble vers une confrontation inévitable. L'enquête de Thierry entre désormais dans une phase plus offensive, car l'identification du blessé lui permet d'établir un faisceau de connexions qui n'étaient jusqu'ici que des hypothèses dispersées. Le nom qui apparaît dans le dossier n'est pas inconnu des services, et cette reconnaissance transforme l'affaire en un terrain plus concret, où les déplacements récents, les fréquentations et les activités passées peuvent être analysées avec précision. Thierry ressent cette lucidité méthodique qui précède souvent une avancée décisive, et il comprend que la marge de manœuvre du fugitif se réduit progressivement. Il décide de reprendre contact avec les Beaulieu, non plus avec des questions ouvertes, mais avec la certitude d'avoir en main un élément capable de fissurer leur version. Il sait que face à une preuve scientifique, les justifications improvisées perdent leur cohérence, et que la tension psychologique peut pousser l'un des deux à céder. Cette anticipation nourrit en lui une détermination calme, presque implacable. Chez les Beaulieu, l'annonce d'un nouveau passage de la police agit comme un choc. Jeanne, qui s'efforçait de maintenir une façade de maîtrise, sent son assurance vaciller, car elle comprend que le récit des pétards ne résistera pas longtemps à une confrontation avec des faits tangibles. Elle repense à l'instant précis où la balle a atteint Dimitri, à la trajectoire qu'elle a imaginée sans certitude, et à la possibilité qu'il ait survécu malgré tout. Cette pensée, loin de la rassurer, l'inquiète davantage, car un survivant constitue un témoin potentiel. Henri tente de la rassurer en évoquant l'absence de preuves directes reliant leur domicile à une intention criminelle, mais cette argumentation se heurte à une réalité plus inquiétante. Si le blessé est identifié et localisé, la chronologie des événements pourra être reconstituée avec une précision redoutable. Dimitri, ignorant encore les détails de l'avancée policière mais sentant l'étau se resserrer, adopte une prudence extrême.
Il évite les lieux publics, limite ses communications, et commence à envisager l'hypothèse d'un départ précipité si la situation devenait intenable. Pourtant, la douleur persistante et la nécessité de soins supplémentaires compliquent toute fuite immédiate. Il sait qu'il devra revoir Claire pour le changement de pansement, et cette perspective le place dans une position paradoxale, celle de dépendre d'une aide qui pourrait devenir un facteur de risque. Claire, de son côté, vit dans un état de vigilance accrue. Elle a appris à reconnaître les signaux faibles, et l'agitation inhabituelle autour des tirs dans le quartier des Beaulieu ne lui a pas échappé. Sans disposer d'informations précises, elle comprend que l'affaire prend de l'ampleur. Elle se demande si Thierry pourrait un jour remonter jusqu'à elle, si l'hypothèse d'un soignant clandestin surgira dans l'enquête, et cette anticipation la pousse à peser chacun de ses gestes. Elle refuse de se considérer coupable, car son acte relève de son devoir médical, mais elle sait que la loi ne s'arrête pas toujours aux intentions. Cette dualité la place dans une tension intérieure permanente, où la loyauté envers un blessé entre en conflit avec la prudence nécessaire pour protéger sa propre stabilité. À l'hôpital, la situation de Clémence atteint un seuil critique. Les restrictions budgétaires commencent à produire des effets visibles, et les équipes expriment ouvertement leur inquiétude. Elle tente de maintenir une posture ferme, mais la fatigue accumulée et la douleur chronique altèrent sa résistance. Les antidouleurs deviennent un refuge discret, une solution immédiate à une pression qui ne faiblit pas, et ce recours répété introduit un risque que seule elle perçoit clairement, mais qu'elle préfère ignorer pour continuer à fonctionner. Dans la sphère d'Elisabeth Bastide, la relation avec Nicolas franchit un palier subtil mais significatif. Les échanges ne se limitent plus à des discussions professionnelles ou littéraires, ils s'enrichissent de confidences voilées, d'une complicité intellectuelle qui crée un espace émotionnel inédit. Elisabeth se surprend à anticiper ces rencontres, à relire certains passages du recueil offert comme si elle cherchait à prolonger un dialogue silencieux. Alain observe cette évolution avec une attention croissante, et même s'il ne formule aucune accusation, son regard devient plus scrutateur, plus analytique. Il comprend que la proximité naissante entre Elisabeth et le journaliste pourrait modifier l'équilibre fragile de leur relation, et cette prise de conscience nourrit une tension qui s'ajoute aux autres fragilités déjà présentes dans leur entourage. Au commissariat, Thierry prépare la confrontation avec les Beaulieu en structurant ses arguments, conscient que la présentation des résultats d'analyse constituera un moment clé. Il envisage les réactions possibles, anticipe les silences, les tentatives de dénégation, et se prépare à exploiter la moindre incohérence. Pour lui, l'affaire n'est plus une simple vérification de routine, mais une enquête qui pourrait révéler une chaîne de responsabilité plus large. Ainsi, tandis que chacun tente de préserver son équilibre personnel, les lignes convergent vers une confrontation imminente. Dimitri devient progressivement identifiable, Claire se trouve à la lisière d'un risque juridique, Jeanne et Henri voient leur version se fragiliser, Clémence glisse vers une dépendance silencieuse, et Elisabeth évolue vers une zone émotionnelle incertaine. L'ensemble compose une architecture dramatique où chaque décision prise dans l'urgence menace désormais de produire des conséquences irréversibles. La confrontation que Thierry préparait depuis des heures finit par se matérialiser dans un face-à-face tendu où le calme apparent masque une stratégie soigneusement élaborée. Lorsqu'il expose aux Beaulieu l'existence des traces de sang analysées et identifiées, il ne hausse pas le ton, il ne dramatise rien, car il sait que la force de son argument repose précisément sur la sobriété des faits. Les mots tombent avec une précision chirurgicale, et dans ce silence maîtrisé, chaque regard devient révélateur. Jeanne comprend immédiatement que la version des pétards ne pourra plus suffire. Son souffle se fait plus court, ses réponses perdent leur fluidité, et cette micro-hésitation que Thierry attendait depuis le début se manifeste enfin. Henri tente de maintenir la ligne défensive, mais la logique scientifique s'impose comme un mur contre lequel leurs explications viennent se briser. Il ne s'agit plus d'un soupçon, mais d'une preuve qui exige une réécriture complète de leur récit. Dans l'esprit de Thierry, le schéma devient limpide. Un homme blessé par balle a quitté précipitamment les lieux et a nécessairement cherché à se faire soigner. Cette certitude oriente désormais l'enquête vers les structures médicales, les cabinets privés, les urgences, tout lieu susceptible d'avoir accueilli un patient discret, venu en dehors des circuits officiels. La question n'est plus de savoir si quelqu'un l'a aidé, mais qui. Cette nouvelle direction représente un danger direct pour Claire, même si elle l'ignore encore dans son ampleur. Lorsqu'elle reçoit un message de Dimitri concernant le changement de pansement, son cœur se serre légèrement, car elle pressent que la situation évolue plus vite qu'elle ne l'avait anticipé. Elle hésite un instant avant de répondre, consciente que chaque contact maintient un lien qui pourrait être retracé. Pourtant, elle ne peut se résoudre à abandonner un blessé dont elle a déjà assumé la responsabilité.
Dimitri, quant à lui, ressent la pression s'intensifier sans connaître précisément les avancées policières. Il remarque la prudence accrue de ceux qui l'entourent, perçoit les silences plus lourds, les regards plus fuyants. L'idée d'être bientôt démasqué s'impose progressivement comme une possibilité concrète. Il commence à envisager une fuite plus radicale, mais sa condition physique limite ses options, et cette vulnérabilité nourrit une inquiétude qu'il tente de dissimuler derrière une apparente maîtrise. À l'hôpital, Clémence franchit un seuil plus subtil mais tout aussi préoccupant. Les tensions budgétaires produisent leurs premiers effets visibles sur l'organisation des soins, et les critiques commencent à émerger. Sa douleur chronique devient plus difficile à ignorer, et la prise répétée d'antidouleurs crée un équilibre artificiel qui pourrait se rompre à tout moment. Elle tient encore, mais au prix d'un effort intérieur croissant qui laisse présager un point de rupture. Dans la sphère d'Elisabeth Bastide, l'évolution vers Nicolas prend une teinte plus ambivalente. L'apéritif dînatoire agit comme un catalyseur où les regards, les silences et les sous-entendus créent une proximité nouvelle. Alain, témoin discret de cette dynamique, ressent une jalousie qu'il ne peut plus nier intérieurement. L'équilibre sentimental vacille imperceptiblement, ajoutant une tension supplémentaire à un épisode déjà chargé. Ainsi, au terme de cette séquence, l'architecture dramatique atteint un niveau de convergence particulièrement dense. Thierry resserre l'étau avec méthode, Jeanne et Henri vacillent face aux preuves, Dimitri sent l'ombre de l'arrestation se rapprocher, Claire s'expose sans le vouloir à un risque juridique, Clémence s'enfonce dans une fragilité physique silencieuse, et Elisabeth s'aventure sur un terrain émotionnel incertain. Le mensonge initial, prononcé presque machinalement pour masquer des tirs, a déclenché une mécanique qui dépasse désormais ses auteurs. Et tandis que Thierry avance avec la certitude d'être passé tout près de la vérité, une question s'impose. Dimitri pourra-t-il encore échapper à la lumière qui commence à l'éclairer de toutes parts ?